Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au webinaire sur l'éducation et le Nexus. On est en train de, euh, au niveau technique, donner la bienvenue à tout le monde. On voit que les participants commencent à rejoindre la réunion. Donc, merci à tous. Donc, on va juste attendre quelques secondes encore une fois. En entre-temps, soyez libres de mettre dans le chat votre nom et l'organisation que vous représentez. Comme ça qu'on aura l'occasion pour après vous donner les bienvenus. On donne encore quelques secondes avant de pouvoir commencer. Pour ceux qui sont en train d'arriver, mettez dans le chat votre nom et où vous êtes. Comme ça on est connecté en ligne, mais on est aussi au niveau géographique ensemble. On donne juste quelques secondes et après on pourra commencer pour respecter les horaires. Ah oui, merci, cher Noémie. Il semble que ceux de Bangui disent qu'ils ont été déconnectés par vous. C'est-à-dire que vérifiez de votre côté s'ils n'ont pas été acceptés pendant la réunion. OK, merci beaucoup. Est-ce que peut-être quelqu'un de NORAG technique peut nous aider sur ça pour Oui, oui, un des on y panélistes? est. OK, très bien. Merci beaucoup. En entretemps, peut-être, vu que nous avons juste 1 heure, je voulais juste peut-être commencer. Donc, bonjour à tout le monde, n'importe où vous êtes. Si c'est le matin, l'après-midi ou le soir, c'est un grand plaisir et d'une grande joie d'être avec vous aujourd'hui dans cette webinaire en français qui est sur l'éducation et le nexus humanitaire développement paix à 10 ans. Donc, il y a 10 ans. Et aujourd'hui, on est en train d'avoir cette webinaire parce qu'il y avait une publication qui a été écrite avec plusieurs auteurs, avec beaucoup d'expérience dans le monde, de comment l'expérience des acteurs à mettre en œuvre dans les domaines humanitaires, les niveaux de nexus humanitaire développement paix. Et donc aujourd'hui, on aura l'occasion d'avoir plusieurs intervenants qui vont nous éclairer sur certaines expériences concrètes par rapport à ce concept et nous donner une réflexion pour le futur. Donc, on a la chance de vous avoir et d'avoir aussi ces panélistes. Donc, il y a juste des petites informations qu'au début, je voudrais arranger avec vous. Donc, vis-à-vis le fait que c'est un webinaire avec beaucoup de monde, donc on a demandé à tous les participants d'être en mute, mais vous avez l'opportunité dans le chat de pouvoir vous présenter où vous êtes, quel type de travail vous faites, vous représentez quelle organisation. Et aussi, il y aura une aussi opportunité pour poser des questions dans une autre chat et on fera notre mieux pour pouvoir avoir les panélistes qui auront le temps de répondre à ces questions. Donc, peut-être juste à vous donner les bienvenus, je vais aussi présenter l'ordre du jour. Donc, je ne sais pas si vous tous, vous voyez l'écran que nous sommes en train de présenter sur l'ordre du jour. Donc, on a l'accueil que nous sommes en train de faire. Je ne vais pas prendre trop de temps parce que nous avons seulement 1 heure pour avoir beaucoup des interventions, des discussions interactives. Donc, l'accueil, c'est la première partie. La deuxième partie, on aura les bienvenus officiels de Madame Moira Fall de NORAG. Cet webinaire est organisé en collaboration avec le Graduate Geneva Institute et NORAG, le Global Education Center, avec AINI, qui est le réseau interagence pour l'éducation en situation d'urgence, et avec Education Cannot Wait. Donc, on aura l'occasion d'avoir l'ouverture par Madame Moira Fall de NORAG, qui est la directrice exécutive de NORAG. Après cela, on aura une présentation générale sur la publication qui a été publiée en anglais sur beaucoup des articles par rapport à cette thématique importante de l'éducation et le nexus humanitaire, le développement paix à 10 ans. Et ça sera Alison Joyner. Je vais présenter après chacun des intervenants au fur et à mesure. Et après, on aura 5 panélistes très diversifiés qui vont approcher ce sujet à partir de vraiment leur expérience de la mise en œuvre sur ce concept qui est très important et qu'il y a 10 ans qu'on est en train d'apprendre. Et après, on aura aussi une petite séance de questions et discussions où on espère que vous allez poser des questions, donner vos réflexions.
avec une clôture finale de Madame Emeline Marchois, qui est la facilitatrice au niveau des réseaux interagences pour l'éducation en situation d'urgence. Donc, bienvenue encore à tout le monde. Merci pour votre participation. Et on peut commencer avec la première présentation, qui est les bienvenus officiels par la directrice exécutive de NORAG. Merci beaucoup, Madame Moira Fall. Merci beaucoup, Noémie, pour votre introduction. Quelques mots de bienvenue de nous. Nous sommes ravis de travailler avec ECW et aussi avec l'INE sur ce programme. Next slide, please. Nous, à NORAG, on a le plus important pour nous, si vous regardez dans le cercle intérieur, c'est vraiment de donner de la visibilité aux savoirs sous-représentés, y compris les savoirs linguistiques qui sont pas de langue anglaise et aussi les savoirs sous-représentés des experts, surtout dans le sud global, aussi parmi les enseignants. Et on sait très bien qu'il y a des pratiques innovatrices et innovatrices qu'il faut absolument apprendre. Et il y en a beaucoup dans notre publication que nous vous présentons aujourd'hui. Et aussi les autres activités qu'on fait pour que les parties prenantes de NORAG puissent agir avec les connaissances utiles, amplifier les savoirs surreprésentés, accéder à leur savoir et en fait simplement savoir plus de ce qu'ils avaient avant. Next slide, please. Et là, on travaille dans les 4 thèmes. C'est vraiment sur les données et les preuves, l'éducation équitable avec les autres ODD, les innovations. Et les innovations aussi pour nous, c'est la localisation, c'est une innovation au siège global qu'il faut absolument qu'ils prennent au sérieux, les approches du secteur privé et les financements. Et ce thème qui va en dessus de tout de ce qu'on fait, développer les partenariats et on sera ravis de savoir plus de vos travail à vous. Next slide, please. Merci. On a un réseau de 6100 membres, dont 50% sont basés dans les pays du Sud global. S'il vous plaît, rejoignez-nous. Et si vous êtes du Sud global ou vous travaillez dans le Sud global, vous cochez le case où on parle on pose la question si vous êtes du Sud global. Et comme ça, vous rejoignez aussi notre réseau The South Also Knows, que le Sud aussi a les savoirs. Next slide, please. On vous invite aussi, on fait la présentation aujourd'hui en français de cette publication. Et ce qui va avec cette publication, c'est une série d'articles du blog NORAG. Le blog NORAG est le blog le plus lu de tous les blogs dans ce domaine sur l'éducation internationale. Et on a hâte de savoir plus de vos travaux dans le Nexus pour pouvoir communiquer, pardon, euh, ces savoirs au monde entier pour qu'on puisse apprendre tous ensemble. Next slide, please. Et simplement pour vous proposer 2 événements à venir, on a une session INE et NORAG qui parle aussi du Nexus et c'est en ligne et aussi à Genève. Si vous n'êtes pas à Genève, comme beaucoup, la plupart, vous pouvez nous rejoindre en ligne. Et il y a aussi, au mois d'avril 2025, on aura la version régionale en langue française du NSI 10, qui est l'éducation pour une transformation sociale. Un petit mot sur ce. On fait des éditions régionales de nos publications du NORAG Special Issue.
Et ce n'est pas simplement des traductions. On a des éditeurs qui choisissent les articles qui ont le plus euh, d'importance dans leur région. Et aussi, on commissionne aussi encore des pièces, des articles dans la langue du région dont on parle. Donc maintenant, on termine avec le numéro 10 et il y a le 11 qui va venir. Et le 11, c'est sur le multilinguisme, ce qui est très important pour nous. Et aussi, il faudrait regarder dans le site web de NORAG pour voir s'il y a les possibilités de participer en français dans l'édition régionale français. Next slide, please. Et merci beaucoup pour votre attention. J'espère vous rejoindre dans notre réseau et je passe la parole à Noémie pour présenter Alison Joyner. Merci, merci Moira, c'est un grand plaisir. D'abord, le plaisir, c'est d'avoir aussi toutes ces ressources qui sont en français, parce que parfois, il y a beaucoup de choses qui sont en anglais, alors qu'il y a la majorité du pays qui sont en train d'avoir une grande expérience et apprentissage qui sont francophones, donc c'est un grand plaisir. Donc, on passe, merci Moira pour cette bienvenue très importante et la présentation d'un réseau riche de ressources et d'informations auxquelles nous tous, maintenant, nous pouvons avoir accès. Donc, maintenant, je présente Alison Joyner, qui est le spécialiste de l'éducation dans l'institution d'urgence à NORAG, qui va nous présenter un peu qu'est-ce qu'on dit sur cette Policy Insights Nexus. Donc, ce document, cette publication qui est sortie et avec toutes ces expériences et articles. Donc, Alison va nous présenter d'une manière générale. Merci, Alison. Merci, Noémie. Et bienvenue à tout le monde. C'est un grand plaisir de vous voir tous et toutes. Donc, pour ce bref survol sur la publication, ce qu'on a traduit pour ce webinaire, la page de couverture et la liste des matières pour une meilleure compréhension. Donc, ce qu'on appelle le triple nexus met l'accent sur les interconnexions entre l'aide humanitaire, le développement et les efforts de consolidation de la paix. Donc, le nexus HDP. Le terme a été utilisé pour la première fois à la conférence Grand Bargain en 2016 et l'approche vise à mieux servir les communautés touchées en permettant aux acteurs et dirigeants locaux de gérer et d'anticiper plus efficacement les crises, tout en promouvant le développement durable et de la paix. Donc, ce recueil de plus de 40 contributions propose des réflexions et des recommandations clés richement illustrées par des exemples concrets sur ce qui a été accompli pendant ces 10 ans, ainsi que les nombreux défis actuels et des voies à suivre pour l'avenir. Donc, le terme Nexus HDP semble aller au-delà du jargon dans la pratique. Nos contributeurs montrent que les communautés, les enseignantes, les enseignants, les apprenants, l'apprenante, donnent la priorité à une approche dite Nexus, même s'ils n'ont jamais entendu parler du terme. Nous voyons aussi pourtant que l'action au niveau du système mondial est à la traîne par rapport aux promesses du concept Nexus. Next slide, please. Donc, je vous présente brièvement chacune des sections, mais il existe bien sûr de nombreux recoupements entre elles. Les thèmes transversaux du leadership local, du rôle central des enseignantes, enseignants et de la nécessité absolue d'un financement flexible à long terme sont présents tout au long du document. Mais un fil conducteur se dégage, celui des relations qui sous-tendent l'approche Nexus, celle entre les enseignants, les apprenants et leur communauté, entre les enseignants et les représentants du système, et entre les acteurs locaux et ceux qui sont internationaux. L'importance cruciale de la confiance mutuelle, du respect et de la flexibilité à tous les niveaux est soulignée. Donc, le premier chapitre, faire le point, rappelle que l'HDP ou triple nexus est la dernière expression d'un concept reconnu depuis longtemps. Il examine la cohérence, les modèles de financement et les enseignements tirés. La contribution que présentera Francesca vient de ce chapitre.
Centrer l'humanité se concentre sur la réinvention d'une éducation centrée sur le bien-être humain, avec des exemples tirés du soutien psychosocial, de l'apprentissage social et émotionnel et de la résilience communautaire et sociale. Critiques à ce processus, évidemment, sont les enseignantes et les enseignants. Le focus du 3e chapitre, qui explore le rôle crucial des enseignants dans une approche Nexus et sans lesquels, évidemment, aucune éducation ne peut avoir lieu. Samuel Matabishi nous présentera une contribution de ce chapitre. Dirigé localement, le 4e chapitre offre un large éventail d'exemples illustrant la valeur et la nécessité de transférer le pouvoir aux dirigeants et aux solutions locaux. Monsieur le directeur général et Judy Kael présenteront un exemple tranchant de cette section. Et finalement, le chapitre « Établir des liens » examine entre autres les organismes de coordination et l'importance de l'action anticipative. Next slide, please. Donc, avant de conclure, je voudrais souligner la diversité des contributrices et contributeurs qui viennent de 4 continents et dont la moitié sont originaires des pays du Sud. Next slide, please. Et pour finir, comme vous le voyez ici, les contributions couvrent une large éventail aussi de contextes, de types et d'aspects de l'éducation, de la petite enfance au niveau universitaire, y compris l'éducation accélérée, les technologies éducatives, les programmes scolaires et le développement professionnel des enseignants. Donc maintenant, je suis ravie de laisser la parole à quelques-unes des auteurs et autrices pour vous illustrer le volume. Je te le repasse, Noémie, merci. Merci beaucoup Alison pour cette présentation très riche. C'est pas facile de résumer toute une publication en 5 minutes, mais je pense que ça nous donne maintenant l'envie de pouvoir effectivement aller à lire. Et je vois que dans tous les pays représentés, les 34, il y en a beaucoup. Et dans les chats, je vois, il y a beaucoup de collègues qui sont en ligne, qui effectivement viennent de ces pays, donc ça sera très intéressant. Donc, on passe maintenant au cœur de présentation, aux premiers intervenants qui représentent la République centrafricaine. Nous avons 2 intervenants. Nous avons M. Samuel Faizouna Mouamfio, qui est le directeur général au ministère de l'Éducation nationale et responsable de l'Institut national de recherche et d'animation pédagogique en République centrafricaine, qui est aussi va être accompagné par aussi M. Judikael Mokole, qui est le directeur adjoint de la Fondation FONA à Bangui, une organisation locale en Centrafrique qui travaille sur le renforcement des capacités au niveau communautaire afin de mieux soutenir l'éducation des enfants en République centrafricaine. Donc, nous avons effectivement ce privilège d'avoir une organisation locale et aussi les ministères de l'Éducation nationale qui travaillent ensemble. Et donc, ils vont nous éclairer sur le leadership local, une contribution des communautés à la transformation de l'éducation pour une éducation accessible et de qualité. Donc, ma question pour vous, M. Judikael Mokole et M. le DG Samuel Mouamfio. Quels sont les apports principaux des communautés et comment les intégrer dans les politiques éducatives via des institutions nationales telles que le ministère de l'Éducation nationale pour relier l'humanitaire, le développement et la paix en éducation en Centrafrique? Merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup, Merci. chère Noémie. Oui, on vous entend bien. OK. Le DG Samuel Wanfio, je pense, n'est pas avec nous dans la réunion. Et donc, je vais Je suis peut-être là, commencer. je suis là, Oh, il va commencer. Merci, il est là. je suis là. Merci. Bon, Allez-y, DG. bonjour tout le monde, bonjour Naomi, bonjour Judy Kayen. Merci d'avoir organisé donc cette rencontre. Vous m'écoutez? On vous écoute. On vous Oui, écoute. ok. Vous pouvez mettre les Merci caméras aussi, beaucoup. Monsieur DJ. Voilà. Donc, notre caméra ne fonctionne pas. Il y a beaucoup d'interférences, s'il vous plaît. Là. Oui. Il y a beaucoup d'interférences. Ne vous captez OK, plus. merci. Merci beaucoup. Donc, Monsieur le DG, on vous laisse, même si c'est en caméra, voici avec l'intervention. Il n'y a pas de problème. Merci. Allô, allô?
Oui, DG, vous avez la parole. OK. Nous avons donc à intervenir sur le leadership local qui concerne donc la contribution des communautés sur la transformation de l'éducation, puis une éducation accessible de qualité pour tous en République centrafricaine. Et que le thème axe qui est important, c'est diriger localement. En ce qui concerne donc la République centrafricaine, suite aux multiples crises militaro-politiques que le pays a connues, nous avons élaboré donc un plan sectoriel de l'éducation qui prend la période 2020-2029 et l'un de ces axes, c'est de mettre en place l'éducation inclusive. Cette situation donc a été soutenue par la déclaration d'engagement faite par son Excellence Monsieur le Président de la République lors de la sommet sur la transformation qui a eu lieu à New York en 2022 et qui est fait de l'école aujourd'hui une école inclusive. C'est à ce titre-là que l'UNICEF, dans le cadre de financement ECW, a appuyé le ministère de l'Éducation nationale pour développer l'initiative de l'approche communautaire. L'approche communautaire est intervenue à un moment donné où, après cette crise, l'école s'est confrontée à des difficultés sécuritaires, pédagogiques et même humanitaires. Et c'est grâce à cette initiative que les communautés ont été donc formées, sensibilisées sur la question éducative et les communautés ont pris à cœur l'école et qui aujourd'hui travaillent aux côtés du ministère de l'Éducation pour permettre à ce que l'école soit vraiment une école de qualité, accessible et gérée par tous les partenaires. Donc aujourd'hui, en République centrafricaine, le rôle que l'ONG FONARA a joué auprès du ministère de l'Éducation a permis à ce que nous puissions mettre en œuvre donc une expérimentation dans 6 inspections académiques de la République centrafricaine. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir la possibilité de vulgariser cette approche dans les 20 inspections de la République centrafricaine en formant les principaux acteurs pour que, par rapport à cette situation, l'école puisse être portée désormais par les communautés au niveau régional. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire en ce qui concerne cette approche. Mais nous pensons que c'était une initiative heureuse et que nous pensons que si on arrive à couvrir l'ensemble du territoire de la République centrafricaine dans les inspections académiques avec cette approche, nous allons vers la transformation et le véritable système éducatif en République centrafricaine. C'est ce que nous voulons dire sur ce thème qui est important et je vais donner donc la parole à Judicaël qui va certainement me compléter. Ah oui, merci beaucoup, DG Samuel. Je crois que comme le DG a dit, nous avons pu avoir l'occasion de collaborer avec le ministère qui nous a beaucoup soutenus dans la mise en place de cette approche, hein, de comment aider les communautés à s'approprier l'école, à s'approprier l'éducation des enfants. Donc, nous avons eu 4 étapes importantes dans le développement de l'approche. Le premier élément, c'est le cadre de réflexion qu'on a eu à mettre en place. On a mis en place un cadre de réflexion avec les inspecteurs d'académie sur comment on peut analyser l'implication des communautés à la base autour des écoles. Ensuite, nous avons eu également à recevoir une formation de la part de UNICEF à travers sa section de SBC sur comment est-ce qu'on peut développer des approches de changement de comportement et de mentalité liées à l'éducation. À la suite de ces 2 espaces-là, nous avons défini ensemble avec les inspecteurs comment faire pour engager davantage les communautés autour des écoles. Nous avons pu arriver à conclure qu'il nous faut mettre en place une approche qui consiste à mettre en place des plateformes au niveau villageois. Et ces plateformes-là, nous leur avons donné un nom, le nom de Kundukwa. Kundukwa, c'est en langue sango, qui veut dire travaillant ensemble ou bien un groupe de travail. Et donc, l'idée d'avoir ces plateformes-là, c'est d'aider les communautés à travers ces plateformes-là à organiser des sessions de dialogue au sein des communautés autour des questions clés liées à l'école.
autour des questions clés liées à l'enseignant, autour des questions clés liées à l'apprentissage des enfants. Et donc, ces plateformes qui sont composées des individus élus librement par ces communautés, ils sont mis en place et ils reçoivent une formation de la part de l'ONG FONAA qui les aide à comprendre comment organiser des sessions de dialogue au sein du village, chaque trimestre au minimum, quels sont les sujets et les enjeux clés de l'éducation dans le milieu qu'il faut prendre en compte, comprendre c'est qui l'enseignant et c'est quoi l'école et comment les enfants apprennent. Donc, l'ONG FONAA apporte ces capacités-là au sein de ce noyau, au sein de cette plateforme-là. Et cette plateforme-là récupère ces capacités, ces compréhensions et les diffuse au sein des communautés pour générer un changement de mentalité et de comportement vis-à-vis de l'école et vis-à-vis de l'apprentissage des enfants. Et donc, avec cette approche-là, on a pu voir comment certains résultats concrets ont commencé à voir le jour. Un des résultats concrets qu'on peut voir, c'est comment les communautés, parce que comme le DG a dit, en RCA, la plupart des enseignants que nous avons sont des maîtres parents. Et généralement, ces maîtres parents-là doivent être soutenus par les communautés. Et donc, on a vu que l'approche du Kundukwa a transformé le soutien de ces communautés-là aux maîtres parents. Dans l'un des villages, par exemple, on a vu que après plusieurs sessions de dialogue au sein de la communauté, après plusieurs sessions de sensibilisation des Kundukwa dans le village, les communautés ont décidé que dans chaque église du village, ça c'est le village Bouchia, dans chaque église du village, à côté de la caisse qui reçoit les contributions de l'église comme on le fait naturellement, il y a une caisse dédiée à l'éducation des enfants. Ça, c'est un changement profond au sein du village avec une prise de conscience des besoins de l'éducation. Et dans certains villages, ils sont allés plus loin parce que vous savez que les salles de classe sont pour la plupart pléthoriques et les communautés ont commencé par elles-mêmes à amorcer des constructions avec les matériaux locaux pour abriter déjà les enfants qui sont en surnombre, mais en même temps pour permettre aux enseignants d'avoir un logement. Parce que certains enseignants, quand ils arrivent dans le village, ils n'ont pas un logement. Donc les Kundukwa s'engagent à pouvoir leur construire un logement pour leur bien-être. Un facteur important à prendre en compte par les communautés, c'est la question de la motivation de l'enseignant. Parce que la communauté joue un rôle important pour créer un cadre pour permettre à l'enseignant de se sentir aimé, de se sentir soutenu. Et plus il se sent soutenu, aimé par la communauté, plus sa prestation s'améliore au sein de la classe. Plus il devient assidu, plus il devient efficace. Donc, les communautés ont su avoir des approches innovantes pour pouvoir appuyer les enseignants, par exemple, sans nourriture de tous les jours à travers un champ qui est dédié uniquement pour l'enseignant. Donc, il n'a pas besoin d'avoir le temps d'aller au champ, mais il a un champ qui a été cultivé pour lui. Comme ça, il donne beaucoup plus de temps à l'école auprès des enfants. Dans certaines des communautés, la question de l'éducation des filles a été un sujet que les Kundukwa ont discuté longuement au sein des villages. Et la transformation au sein de ces villages-là a amené le village Ngaïdoa à une prise de conscience telle que ils avaient seulement 4 enfants au niveau de la quatrième année du primaire. Ils ont dit, mais avec cette compréhension qu'on a gagnée de l'éducation des filles, ces 4 filles qui sont en quatrième année du primaire, désormais, nous, au niveau du village, nous allons collaborer avec les enseignants pour suivre ces 4 enfants qui doivent terminer la sixième année du primaire et amorcer la première année du collège. Et les enfants qui entrent, les filles qui entrent à la première classe à la première année du primaire, nous allons nous assurer que la grande majorité termine le cycle primaire. Donc, on voit qu'une question centrale qui est celle de l'accomplissement du primaire par les filles est devenue une question centrale des débats au sein du village et des décisions. Et l'une des approches du Kundukwa, c'est d'aider le village à mettre en place un plan d'action simple pour dire, voici dans ce village-là notre plan d'action qui consiste à pouvoir appuyer l'enseignant, qui consiste à pouvoir appuyer l'école du point de vue des infrastructures, du point de vue des besoins des élèves. Voici notre plan d'action qui consiste à appuyer l'apprentissage des enfants pour qu'on puisse avoir des enfants qui puissent aller loin et qui puissent être excellents à l'école. Donc, une fois que ce plan d'action est développé par les Kundukwa, le village s'applique
à exécuter le plan d'action. Ce qui est intéressant, c'est que ce plan d'action informe l'intervention des partenaires. Même les inspecteurs, quand ils arrivent, ils regardent ce plan d'action, ils essaient d'appuyer de leur côté pour pouvoir assister le village. Les autres partenaires, les ONG et autres qui arrivent dans le village, ils ont déjà un plan du village qui existe concernant l'école et ils appuient ce que le village a prévu pour faire. Donc, ça a changé le lien de collaboration entre ces communautés et les partenaires. Et ça rend l'appui des partenaires beaucoup plus efficace et ça permet aux communautés de se sentir propriétaires de l'éducation des enfants, propriétaires du soutien qu'il faut apporter à l'enseignant. Donc voilà, chère Noémie, ce que je peux dire rapidement pour ne pas déborder sur le temps, sur l'impact que l'approche du Kundukwa a apporté en termes de changement de mentalité et de comportement pour une école accessible et de qualité en République centrafricaine, en montrant ainsi clairement comment la communauté peut prendre le leadership concernant les questions de l'éducation. Merci beaucoup. Merci, merci Judy Kael, merci DG. Vraiment, franchement, l'enthousiasme et la passion, on souhaiterait qu'on aura toute la journée ensemble. Malheureusement, on a juste quelques minutes pour chaque intervenant, mais c'est pour nous donner vraiment cette envie d'aller dans ces publications, lire tous ces articles et aussi avoir les points de contact. Donc, quiconque est en train de participer ici pourra aussi se mettre en contact avec les différents panélistes si, poursuivre les discussions. Donc, merci beaucoup DG. Merci beaucoup, Judy Kael. Cette collaboration franche et vraiment efficace entre les ministères de l'Éducation nationale et les partenaires locaux est magnifique par rapport à la leadership locale. On passe donc, cette intervention nous amène dans les pays voisins, donc la République du Congo, la République démocratique du Congo. Donc, nous avons avec nous une deuxième Samuel, donc Samuel Matabishi, de l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu. Il est docteur en sciences du langage de l'université et professeur à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu et fondateur et directeur de l'Observatoire congolais du plurilinguisme pour l'éducation et le développement. Et il dirige un projet qui s'appelle Mise à l'échelle de l'impact d'un module de formation initiale pour les enseignants en zone de conflit. Donc, Monsieur Samuel Matabishi, merci pour être avec nous. Et il va intervenir sur la thématique de vers un développement professionnel durable des enseignants dans les pays touchés par les conflits, une approche évolutive issue à l'est du Congo. Donc, Monsieur Samuel, quel mécanisme utilisé en RDC favorise un développement durable des enseignants pour une éducation résiliente en zone de conflit? Vous avez 4 à 5 minutes pour nous éclairer sur cela. Merci. Allô, Monsieur Samuel Matabish, vous êtes là? Vous pouvez nous entendre? Peut-être quelqu'un, DG, peut-être vous pouvez vous muter en entre-temps parce que vous êtes toujours sur le micro. Mais on cherche les professeurs. Samuel Matabishi. Est-ce qu'il est dans le... Peut-être il y avait un problème de connexion au Congo. En entre-temps, peut-être en attendant que peut-être on voit M. Samuel Matabishi et sa connexion, on peut peut-être passer à la troisième intervenant en entre-temps. Donc, je présente, c'est ça, c'est les logistiques. On parle du Nexus, mais on voit la réalité aussi d'entrer dans des pays qui ne sont pas faciles. Donc, peut-être on passe à la troisième intervenant en entre-temps, qui est Francesca Pina. Francesca Pina qui travaille à Education Cannot Wait. Elle est une experte en gestion et management des projets avec plusieurs années d'expérience dans plusieurs pays. Donc, elle va nous présenter les thèmes des financements, les financements de l'éducation en temps de crise, les rôles des données dans la suppression des cloisonnements. Donc, Francesca, est-ce que tu peux nous éclairer? Quels sont les obstacles structurels au financement éducatif en crise qui pourraient être surmontés grâce à une meilleure utilisation des données pour supprimer les cloisons? Merci, Francesca. Merci Noémie. Bonjour tout le monde, hein. Oui, alors en fait, avant de parler de comment on pourrait mieux utiliser les données et quels pourraient être effectivement les bénéfices de cela, malheureusement, en fait, il y a un problème clé que c'est très difficile d'accéder à ces données parce qu'en fait, la disponibilité des données autour des financements pour l'éducation dans les contextes d'urgence, c'est très fragmenté.
Parce que malgré, en fait, il y a depuis 10 ans, spécialement vraiment, genre, un élan vers des approches qui bénéficient le nexus, donc entre humanitaire, développement et paix. Malheureusement, encore, les politiques de financement persistent un peu à refléter cette dichotomie, cette dualité humanitaire et développement qui sûrement empêche un financement efficace, des approches qui priorisent les besoins les plus urgents, en gardant toujours aussi une perspective de renforcement systémique, mais aussi, en fait, ça engendre que les bailleurs de fonds et leurs partenaires, en fait, ils enregistrent les financements sur plusieurs systèmes d'information. Donc, par exemple, le OCHA FTS, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est vraiment celui dédié plus à capturer les financements humanitaires. Après, on a le système d'information géré par l'OCDE qui s'appelle CRS, qui est censé être plus large et sûrement holistique, mais en fait, il publie quand même les données avec 2 ans de délai, de retard, on va dire. Et en plus, enfin, c'est difficile d'avoir vraiment les détails sur les financements qui peuvent être multisectoriels ainsi qu'humanitaires. Et après, il y a un autre système d'information qu'on a essayé d'explorer à ECW, ça s'appelle IAT, the Initiative for the Aid Transparency, qui est aussi censé être même plus large que le CRS parce que c'est censé inclure plus de données autour des financements des pays bailleurs qui ne sont pas des pays DAC, ainsi que les mécanismes philanthropiques. Mais en fait, tout est très dispersé et tout est très fragmenté. Et donc, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre que, il est très difficile d'avoir une vision globale du volume de financement dédié au secteur de l'éducation dans les pays qui sont affectés par les urgences. Et en plus de ça, vraiment, c'est très difficile de comprendre qui est en train de financer quoi, comment et à qui. Et, et donc, c'est quoi en fait le problème? C'est en faisant face à cette fragmentation des informations, tous les collègues qui travaillent dans notre secteur, que ce soit au niveau global, national ou bien sûr local, ont vraiment très fortes difficultés à soutenir un peu la complémentarité, la cohérence des financements humanitaires et de développement, ce qui est de plus en plus important dans un moment où les pays dans lesquels on travaille sont en train de faire face à des crises plus aiguës, plus intenses et qui perdurent de plus en plus dans le temps. Et qu'en fait, on a tous besoin d'optimiser le peu de fonds que nous avons à disposition. Donc voilà, si on arrivait à mieux utiliser les données existantes grâce à des systèmes d'information plus connectés et plus accessibles, on pourrait améliorer la complémentarité de ces fonds qui sont en train de réduire de plus en plus. Et on pourrait aussi faciliter effectivement la coordination dans la planification et la mobilisation des ressources entre les acteurs au niveau national ainsi que global qui se considèrent humanitaires, de développement ou aussi des autres secteurs. Parce qu'en fait, de plus en plus, on essaie de vraiment plaidoyer pour des approches qui soient intersectorielles et multisectorielles. Comme nous savons tous, l'éducation, c'est un vecteur pour fournir plein de services de base qui vont au-delà de l'éducation. L'éducation, c'est un vecteur pour fournir aussi la nutrition, la santé, la protection. Si on avait la possibilité d'avoir vraiment une compréhension globale des financements qui arrivent dans un pays, même qui vont au-delà de l'éducation, cela nous permettrait vraiment de s'engager tous ensemble dans des activités de plaidoyer et de mobilisation de ressources collectives et conjointes qui pourraient vraiment optimiser les fonds, pas seulement de développement, pas seulement monétaire, mais aussi qui vont au-delà de l'éducation. En plus de ça, si on avait accès et on avait les capacités d'utiliser les informations existantes, on pourrait effectivement avoir plus de preuves et de l'évidence qui démontrent l'impact aussi des financements ainsi que le manque des financements que pourrait être l'impact dans l'avenir. En effet, hein, le manque d'évidence par rapport au financement, c'est un manque crucial qui d'ailleurs a été mis en envergure par 2 autres auteurs qui ont contribué à la publication de NORAG. On a besoin des évidences pour pouvoir faire un plaidoyer et s'assurer que l'éducation en situation d'urgence reste prioritaire dans des pays où malheureusement il y a plein de priorités différentes et en fait on voit que l'éducation risque de plus en plus d'être mise de côté. Et le plaidoyer, c'est pas seulement une question de garantir la priorisation politique et stratégique de l'éducation, mais aussi ça nous permet, comme j'ai dit tout à l'heure, à faire une mobilisation des ressources
plus alignée, complémentaire et collective pour s'assurer qu'en fait on garde les financements des bailleurs traditionnels, qu'on peut éventuellement aussi attirer des investissements, des bailleurs qui n'ont pas l'habitude d'investir dans l'éducation, mais qui ont l'habitude d'investir dans des autres secteurs, mais qui ne voient pas l'interaction avec le secteur d'éducation. Et aussi, ça nous permettrait de faire une mobilisation de ressources, éventuellement vers aussi des autres bailleurs émergents ou innovateurs, afin de promouvoir quand même voilà, enfin, soutenir les interventions éducatives dans ces pays qui, à nouveau, gardent quand même l'intérêt de répondre aux besoins les plus urgents des communautés affectées par les urgences, tout en s'assurant que on priorise des méthodologies qui sont aussi systémiques. Et voilà, au-delà de ça aussi, il y a un dernier point, et le fait d'avoir plus de données, plus de preuves autour des financements, c'est aussi une question cruciale pour la transparence et pour la redevabilité de ces financements. Et qui d'une certaine manière aussi assure quand même la possibilité aux acteurs locaux de pouvoir avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe aussi dans leur pays, de pouvoir éventuellement aussi bénéficier et optimiser des ressources existantes dans les pays et garantir des processus efficaces. Je m'arrête là. Je vois que Moira, elle a allumé la vidéo, donc ça veut dire il faut couper. Merci beaucoup Francesca pour beaucoup des informations. Comme on disait, c'est vraiment des panélistes qui ont une expérience très riche. Donc vraiment, merci pour cela. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Continuez à poser les questions et au cas qu'on n'aura pas le temps en présentiel de pouvoir les répondre, les panélistes pourront commencer à y répondre dans le chat, mais aussi on pourra réunir toutes les questions et les répondre avec un document qu'on peut envoyer par email à tous les participants avec les réponses à vos questions. Donc, je sais qu'il y a un petit problème technique avec M. Samuel Matabishi, mais il nous avait déjà envoyé une vidéo au cas. Donc, il avait vraiment déjà fait une mitigation de risque. Donc, peut-être on pourra voir son vidéo avant de passer à la prochaine phase du webinaire. Merci. We don't have the sound, I Jennifer, think. could you make sure that you've shared sound, please, when you do the share? Thank you. On va juste vérifier le son et on revient tout de suite. Oui, merci beaucoup à tous pour la patience. Donc, je ne sais pas, peut-être aux collègues de NORAG, au cas que les sons ne peuvent pas être partagés, peut-être on peut partager les vidéos dans le chat ou les envoyer à tous les participants après le webinaire, mais on vous donne peut-être quelques minutes encore pour voir si c'est possible avant qu'on passe aux prochaines interventions. Très bien. Est-ce qu'on peut d'abord, peut-être en entretemps que vous voyez la partie technique, est-ce qu'on peut passer peut-être à la prochaine intervention pour se rattraper un peu avec le temps? Vous me permettez, les collègues de NORAG? Oui, Oui, bien sûr, merci. Très bien, merci beaucoup. Et donc, on passe aux prochaines. On commence un peu la partie discussion, donc à travers la prochaine intervenante qui est Elena Murseni. Merci, Madame Elena, pour être avec nous. Donc, Elena, elle est la conseillère principale pour l'éducation en situation d'urgence au niveau de l'UNICEF au Centre d'excellence. Donc, elle a une vision globale sur tous les pays qui sont en situation d'urgence, à travers aussi son expérience dans les différentes régions du monde. Donc, elle va nous partager quelques réflexions par rapport à ces thématiques et par rapport à certaines idées qui sont dans cette publication. Merci, Elena, pour ta présence. Merci beaucoup Noémie et bonjour à tous donc depuis Amman en Jordanie où je suis maintenant dans le nouveau centre d'excellence d'éducation de l'UNICEF.
Je ne sais pas si vous pouvez me voir. Je ne peux pas activer ma caméra encore, mais On ne te euh, voit pas. oui, je crois que ça doit être activé par les collègues de NORAG. Moi, je ne peux pas le faire. OK, Voilà, donc merci. encore une fois, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de contribuer à ce débat essentiel aujourd'hui. Et je remercie NORAG ainsi que tous les intervenants pour la richesse des perspectives présentées aujourd'hui. Donc ce débat aujourd'hui m'intéresse particulièrement puisque j'ai travaillé pour l'UNICEF dans les deux pays, en République centrafricaine et en République démocratique du Congo pendant de nombreuses années. Et donc j'ai porté une attention particulière aux présentations des intervenants. Nous n'avons pas encore entendu l'intervention de la RDC, mais je pense que ça ne devrait tarder. Donc tout d'abord, je voudrais prendre un moment peut-être pour saluer la publication de NORAG. C'est vraiment un travail remarquable, hein. Ça réunit des perspectives très diverses, met en avant aussi des réalités du terrain, notamment du Sud, comme nous l'avons entendu, et des analyses claires et accessibles. Et je pense que ce que nous apprécions tous particulièrement, c'est vraiment la façon dont la publication met en lumière les avancées, mais aussi les défis dans les zones qui nécessitent encore plus d'attention pour rendre le Nexus pleinement opérationnel. Donc peut-être avant d'entrer, je ne sais pas si vous me voyez encore ou pas, mais bon, c'est peut-être pas très grave. Avant d'entrer dans le vif, ah voilà. Voilà, merci. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet et de proposer quelques commentaires à la suite des interventions que nous venons d'entendre, je voudrais juste rappeler peut-être quelques notions historiques sur le Nexus. En fait, le Nexus, on en entend tous parler depuis des années, je vais dire, hein, c'est pas seulement depuis 10 ans. Donc, c'est pas tout à fait un concept vraiment nouveau. En fait, déjà dans les années 70, la réflexion sur le lien, donc le continuum entre urgence, relèvement et développement, apparaissait déjà par le cadre du LRRD, donc de Linking Relief, Rehabilitation and Development, de UNDP, je crois. Et ensuite, dans les années 90 et 2000, l'OCDE, le Comité d'aide au développement, la Commission européenne, la Banque mondiale et plusieurs agences des Nations unies, y compris l'UNICEF, développaient l'idée du contiguum. Donc le contiguum, c'est vraiment cette approche du nexus, mais sur les phases humanitaires, réhabilitation et développement, qui ne sont pas séquentielles, mais simultanées et qui se chevauchent. Donc le triple nexus dont Alison a mentionné tout à l'heure et dont nous fêtons les 10 ans aujourd'hui, humanitaire, développement et paix, introduit en 2016, n'est donc pas tout à fait un concept nouveau, mais plutôt le lancement d'une prise de conscience collective de la nécessité urgente de sa mise en œuvre. Et donc le terme et le cadre politique du triple nexus ont été officiellement introduits donc, lors du sommet humanitaire mondial de 2016. Alors, cette rétrospective invite à une question fondamentale, en fait, aujourd'hui, et nous l'avons entendu à travers les interventions. Pourquoi, malgré des décennies de recommandations, persiste-t-on dans des schémas opérationnels qui restent cloisonnés entre l'humanitaire d'un côté, le développement, le relèvement, et alors que la vraie question donc, n'est pas de réinventer un nouveau cadre, mais plutôt de comprendre pourquoi l'opérationnalisation du Nexus reste si difficile. Et nous l'avons entendu, notamment à travers nos collègues, l'intervention de nos collègues en RCA, et notamment l'importance du leadership, de la prise en charge des contributions communautaires en RCA. Ce leadership reste quand même assez localisé et n'est pas encore tout à fait institutionnalisé au niveau du pays. Donc, comment est-ce que le leadership communautaire, la prise en charge des communautés, doit être mieux articulé avec les autorités éducatives au niveau déconcentré, décentralisé, et s'inscrire dans une politique éducative qui permettrait au pays de totalement pouvoir compter sur les communautés. Donc, sans cette articulation, on risque de transférer des charges vers les communautés et d'affaiblir aussi la gouvernance publique ou de créer des systèmes parallèles. Et je me souviens, lorsque j'ai travaillé en République centrafricaine il y a de nombreuses années, toute la problématique des maîtres communautaires dont nous avons aussi entendu parler aujourd'hui, les maîtres parents, qui dans certaines zones représentaient plus de 90% de la force enseignante, mais cela restait quand même un fardeau assez important pour les APE, hein, les associations de parents-élèves, et charge importante aussi pour les parents, tant financièrement que matériellement. Et cela a pris du temps à être reconnu par les autorités et le ministère de l'Éducation pour que ces enseignants puissent être accompagnés et bénéficier d'un accompagnement professionnel et en formation. Donc aujourd'hui, vraiment, la question, c'est comment s'assurer que tous ces différents projets qui existent dans des villages, dans des provinces, dans des zones,
puissent de nouveau être intégrés au niveau institutionnel et au niveau du pays. Donc, nous n'avons pas entendu encore l'intervention de la République démocratique du Congo, mais l'intervention de notre collègue Francesca aussi a révélé, encore une fois, cette fragmentation importante et cette compartimentation entre l'humanitaire et le développement, et les silos, effectivement, limitent fortement l'approche Nexus. Donc, on ne peut pas cibler correctement les populations les plus affectées sans déclencher aussi un suivi scolaire des enfants touchés. Donc, je vois que mon est déjà là. Ça passe très vite. Donc, peut-être juste quelques mots pour terminer. Donc, effectivement, les interventions présentées aujourd'hui ont été très riches et inspirantes, mais pour qu'elles deviennent réellement transformatrices et pour que l'approche Nexus puisse être intégrée dans les systèmes éducatifs, pour une meilleure institutionnalisation et coordination de l'approche Nexus, il faudrait des politiques publiques intégrées, une gouvernance territoriale, nationale, déconcentrée, décentralisée, plus renforcée, une articulation claire entre les communautés, les institutions publiques, et puis bien sûr des financements cohérents pour que le Nexus devienne vraiment un levier national de transformation. Donc, je pense que je dois m'arrêter là. Ça passe très vite, quelques minutes. Merci, Merci, Elena. on est prêt maintenant avec Samuel. Ok, très bien, très bien. Merci beaucoup, Maura. Merci beaucoup, Elena, pour cette intervention de réflexion par rapport à toute l'expérience que vous avez, mais aussi avec des recommandations clés pour le futur. Donc, on passe aux vidéos. Mesdames et messieurs, bonjour. Ma présentation porte sur un sujet vers un développement professionnel durable des enseignants dans les pays en conflit, une approche évolutive depuis l'Est de la RDC. Cette initiative soutenue par le Global Partnership for Education, Knowledge and Innovation Exchange, en partenariat avec le International Development Research du Canada, est portée par une collaboration entre l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu et l'Institute of Development Studies. Si les systèmes éducatifs veulent contribuer à la paix et à la résilience dans les contextes affectés par les conflits, ils doivent d'abord préparer les enseignants à répondre à la violence à enseigner en situation de crise et à reconstruire la confiance au sein des communautés fragilisées. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, une équipe dirigée par le professeur Samuel Matabishi développe un module innovant de formation initiale des enseignants du secondaire fondé sur une approche des compétences. Ce module intègre 3 dimensions essentielles: l'éducation à la paix, l'éducation en situation d'urgence et la pédagogie sensible au traumatisme. 3 piliers structurants sont à signaler. Premièrement, l'éducation à la paix. Les futurs enseignants sont formés à promouvoir une paix positive fondée sur la justice, l'inclusion et le dialogue, et à animer des discussions constructives sur les conflits, l'identité et la réconciliation. Deuxièmement, l'éducation en situation d'urgence. Le module tient compte des réalités du conflit prolongé en RDC, les déplacements, l'insécurité, les inégalités structurelles. Les enseignants apprennent à maintenir l'apprentissage malgré les crises et à protéger les élèves dans des environnements instables. Troisièmement, une pédagogie sensible au traumatisme. Face aux expériences de violence et de pertes vécues par les élèves et souvent par les enseignants eux-mêmes, le module propose des stratégies concrètes pour créer des classes sûres, inclusives et émotionnellement bienveillantes, tout en prenant en compte le bien-être professionnel des enseignants. Une approche locale à portée globale mérite donc d'être appliquée. Bien qu'ancré dans l'Est congolais, ce module est conçu pour être adapté et mis à l'échelle dans d'autres contextes fragiles. Il est co-construit avec des formateurs congolais, garantissant ainsi sa pertinence socioculturelle et son appropriation locale. En somme, cette initiative montre que reconstruire l'éducation en contexte de conflit ne consiste pas seulement à rebâtir les écoles, mais à former des enseignants
capables de devenir des acteurs de cohésion sociale, de confiance, de résilience et de paix durable. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette vidéo. Heureusement qu'on avait prévenu déjà des problématiques. Donc, merci pour avoir montré cela. Et c'est dommage que vraiment on n'a pas M. Samuel Matabiche avec nous, mais toutefois, on aura l'occasion d'avoir quand même aussi tout ce matériel qui a été présenté aujourd'hui. Vous avez cela dans la publication, mais aussi on aura l'occasion de pouvoir prendre toutes les questions que vous avez dans le chat. Je vois que vraiment là, tous les participants sont très engagés. Je suis vraiment désolée. C'est comme être partie du marathon. On est presque à la finish line et malheureusement, on n'a pas le temps pour trop engager. Mais c'est qu'on va vous promettre qu'on va prendre toutes ces interventions avec toutes les questions dans le chat qui montrent un grand engagement et on va créer un document avec des réponses et pouvoir partager les réponses des panélistes par écrit pour assurer cela. Donc, peut-être parce que nous avons juste quelques minutes qui restent. Donc, je voulais juste qu'on passe la parole à Madame Emeline Marchois. Elle est la facilitatrice de la communauté de langue française de l'ANI, les réseaux interagences pour l'éducation en situation d'urgence. Elle est spécialiste de l'éducation et facilitatrice et formatrice expérimentée. Elle travaille avec l'ensemble des acteurs d'éducation en urgence et le gouvernement en apportant des conseils techniques. Ces régions d'expertise au cours des 15 dernières années sont l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Afrique de l'Ouest et la région du Sahel. Donc, Emeline Marchois, merci beaucoup pour des mots de clôture pour tous nos participants. Merci. Merci beaucoup Noémie et merci beaucoup à toutes et à tous pour cet événement. Donc je voulais revenir sur les présentations qui nous ont apporté des exemples concrets, des recommandations de ce qu'est le Nexus en pratique et de ce qu'il doit être et réitérer l'importance qu'il faut rendre communautaires les priorités éducatives pour favoriser l'utilisation, mais aussi l'appropriation locale en passant par la contextualisation, que c'est important de définir des stratégies en éducation en situation d'urgence et en éducation et qu'elles intègrent un volet de formation, comme on vient de l'entendre pour la RDC. Et puis au niveau des financements, pouvoir les assurer. Alors ça reste le grand challenge. Et le message que je voudrais passer, c'est peut-être des idées en fait que je voudrais partager avec vous. C'est est-ce qu'il serait pas stratégique de se solidariser. Donc, à l'image du nouveau mode opérationnel de l'INE, se solidariser, s'allier, travailler ensemble pour éviter, donc dans ce cas, la séparation des financements. Et quoi de mieux, enfin, il n'y a pas meilleur exemple que l'exemple d'aujourd'hui. Cette collaboration entre NORAG, Education Cannot Wait et INE, on voit réellement que le travail autour du Nexus, c'est une approche réellement complète, holistique et qui font se réunir en fait tous les acteurs et tous les secteurs de l'éducation et de l'éducation en situation d'urgence. C'est indiscutable qu'il faut, il est indiscutable qu'il faut compter avec la participation de la communauté. Donc, nous vous invitons à rejoindre NORAG et INE en tant que membres pour pouvoir nous accompagner, mais aussi qu'on puisse vous accompagner au niveau technique, au niveau stratégique et développer ensemble une thématique commune qui soit plus claire pour simplifier et démystifier la compréhension de ce qu'est le Nexus. Et on aura donc appris une fois de plus aujourd'hui de façon claire, mais je me répète, que le Nexus en pratique, ça vise de façon holistique et coordonnée à construire des systèmes éducatifs résilients pour renforcer l'essor des communautés et des sociétés au sens plus large. Donc, je vous remercie pour votre attention, pour ce qui a été partagé et je vous repasse la parole, Noémie. Merci beaucoup, Emeline, pour cette clôture. Merci à tous les participants, à tous les panélistes. On a vraiment fait une marathon, mais c'était une occasion pour se connaître,
chacun des participants seront les panélistes des futurs webinaires parce que chacun de vous vraiment a une grande expérience. Donc, comme nous avons dit, les prochaines étapes, que nous allons partager certaines recommandations clés. Nous allons repartager. Vous pouvez aller sur les websites de NORAG pour la publication et pour télécharger la publication avec toutes les interventions. Et aussi, nous allons prendre certaines questions qui étaient dans le chat et pouvoir mettre un document pour répondre. Et après, ça, c'est une communauté. On est tous ensemble, comme on dit. Et donc, soyez les bienvenus à vous contacter aussi en bilatéral après cet webinaire pour continuer à partager et à construire sur les expériences que vous avez tous. Donc, merci à tous et à tous les organisateurs, à tous les panélistes et à tous les participants. Et bonne journée à tous.